Bonjour à tous. Bienvenue sur un nouveau chapitre où aujourd'hui on va parler du produit scalaire dans l'espace. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur le site web learnian.net. Donc il y a un lien en dessous de la vidéo. Sur learnian.net vous pourrez vous inscrire à tout le cours de terminale. Et ensuite, je vais sûrement aussi mettre d'autres cours en ligne. Et donc, vous pourrez voir davantage de cours. Donc, si vous êtes étudiant, ça vous permettra d'apprendre plein d'autres choses et de suivre un cours un peu plus structuré que sur YouTube. Et si vous êtes prof, c'est un site web sur lequel vous aussi, vous pouvez mettre des vidéos de cours. Et donc, je vous invite à vous aussi mettre des cours en ligne sur vos matières, que ce soit scolaire ou pas scolaire. Et à faire comme moi. Alors maintenant, de retour à notre chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Donc petite remarque au début, dans tout le chapitre, on considère des bases ou des repères qui sont orthonormés. Alors je rappelle ce qu'est un base ou un repère orthonormal. Enfin une base orthonormale ou un repère orthonormé. En gros, pour avoir un repère orthonormé, il faut un point je crois et 3 vecteurs. Donc surtout 3 vecteurs. Si on est en 3 dimensions, 2 vecteurs si on est en 2 dimensions, 4 vecteurs si on est en 4 dimensions, tels que tous les vecteurs sont orthogonaux d'une part les uns avec les autres, et en plus tous les vecteurs de la base sont de norme 1. C'est-à-dire par exemple quand on prend le repère usuel là pour le plan, c'est-à-dire on prend O, I et J, ben I et J sont orthogonaux entre eux, c'est-à-dire leur produit scalaire fait 0 en fait. Et I et J, la norme de I est égale à la norme de J qui est égale à la 1. Et qui est égale à 1. En 3 dimensions, on va appeler souvent ces vecteurs I, J, K. Ils vont être comme ça, comme ma main. Donc là, ça va être I, J et K. Alors faut retenir main droite, I, J, K dans l'ordre. Parce que c'est pas la même chose que si on fait avec la main gauche. On peut orienter différemment en 3 dimensions. Et donc chaque vecteur de norme 1 est tous orthogonaux les uns avec les autres. Alors voilà. Donc ici, voilà, on va donner ici une définition du produit scalaire de 2 vecteurs dans une base orthonormale de l'espace. Donc soit U et V de vecteurs qui ont comme coordonnées x, y, z et x', y', z'. Le produit scalaire de U et V, on va le noter U.V et U.V. Alors maintenant je vais dire U scalaire V à la place de dire point. U scalaire V c'est égal à x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Alors petite remarque, U scalaire V ici est un nombre. Parce que x, y et z ce sont a priori des nombres réels. X', y', z', ce sont des nombres réels parce que ce sont les coordonnées des vecteurs U et V. Donc x fois x', bah, c'est un nombre réel. Pareil, pareil. Donc la somme, c'est un nombre réel. Donc U scalaire V est un nombre réel. Je le répète. Je le répète. Donc, petit exemple, si je prends U, le vecteur 1, 2, 3. Donc là, je suis dans l'espace, par exemple. Donc je suis dans l'espace, donc il y a 3 coordonnées. Donc U ça va être 1, 2, 3 et V ça va être 2, 3, 6. On obtient U scalaire V, ça vaut 1 fois 2, donc 2, plus 2 fois 3, donc 6, plus 3 fois 6, donc 18. Ce qui est égal à 26. Alors, au début on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on introduit cette définition. Et on va voir qu'en fait... on retrouve plein de choses géométriques avec cette définition qui sont très intéressantes. Alors, petite remarque déjà. Pour tout vecteur U, on a U scalaire U, c'est égal à x au carré plus y au carré plus z au carré. Et là, si on pense un peu à Pythagore, on se souvient de quelque chose. Alors, Pythagore, dans un plan, c'est x au carré plus y au carré, c'est adjacent au carré plus opposé au carré, c'est hypoténuse au carré. Mais en 3 dimensions, c'est carrément avec les 3 coordonnées x au carré plus y carré plus z au carré qui est égal à la norme de u au carré. Donc là en fait on retrouve quelque part un lien avec Pythagore, ce qui va être intéressant. U scalaire u, c'est une norme de u au carré. Ça c'est super intéressant.
Donc on passe très souvent de l'un à l'autre, hein. Souvent norme de u au carré, on le note u carré à la place. Parce que et u carré ici, ça désigne u scalaire u. Parce que c'est pas u fois u. Le fois a priori n'existe pas pour les vecteurs et même je connais pas de fois pour les vecteurs en 3 dimensions. Alors de même si a et b sont 2 points, bah là c'est pareil, hein, c'est des vecteurs. Le vecteur, on parle du vecteur AB par exemple. AB scalaire AB, c'est norme de AB au carré. Donc AB scalaire AB, c'est norme de AB fois norme de AB. Alors, petite remarque, si l'un des deux vecteurs u et v est nul, alors le produit scalaire est nul. Mais attention, l'égalité u scalaire v égale 0 n'entraîne pas nécessairement u égale 0 ou v égale 0. Alors c'est la première fois que vous voyez ça, alors c'est la première fois en fait que vous voyez que quelque chose n'est pas intègre. C'est-à-dire, on a le u scalaire v qui est égal, on peut avoir u scalaire v qui est égal à 0 en ayant u et v tel que aucun des deux n'est nul. Alors, par exemple, il suffit de considérer le vecteur u 1, 2, 0 et v 2, moins 1, 0 pour s'en convaincre. Ici, si on fait u scalaire v, bah, ça va faire 2, moins 2, plus 0, ce qui va faire 0. Donc en fait, on va obtenir au final u scalaire v est égal à 0, mais pourtant u n'est pas égal à 0 et v n'est pas égal à 0. Donc bien attention, à u scalaire v égale à 0, ça ne veut pas spécialement dire ça. Ça veut dire en fait autre chose, ça veut dire que les vecteurs vont être orthogonaux. Alors, si les vecteurs u et v sont collinéaires, c'est-à-dire que l'un est proportionnel à l'autre, v est égal à k fois u par exemple, où k est un nombre réel, alors u scalaire v c'est x fois kx, plus y fois ky plus z fois kz, ce qui est égal à k fois x au carré plus y au carré plus z au carré, ce qui est égal à k fois norme de u au carré. Donc quelque part le produit scalaire va être quelque chose de linéaire. Ça va être intéressant. Alors, quelques autres expressions sur les produits scalaires, donc qui découlent vraiment de la définition. U scalaire v, ça va être égal à 1,5 de norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré. Ce qui est intéressant. Est égal à 1,5 de norme de u au carré plus norme de v au carré, moins norme de u moins v au carré, ce qui est aussi plutôt sympa, est égal à 1 quart de norme de u plus v au carré, moins norme de u moins v au carré. Alors, toute cette partie-là, elle se démontre avec les x, y et z. En fait, là, on retombe juste sur les identitaires marquables. U plus v au carré, bah, ça va faire quelque part u au carré plus v au carré plus 2u scalaire v. Donc, norme de u au carré plus norme de v au carré, ça s'annule. Plus 2u scalaire v, divisé par 2, ça donne bien u scalaire v. Et ici, ça va être la même chose. Ici, c'est u au carré plus v au carré, donc moins u au carré moins v au carré. Alors là, plus 2u scalaire v, divisé par 2, ça redonne bien le u scalaire v. Et donc ici, ces trois équations-là se démontrent vraiment avec les identitaires marquables. Alors, maintenant remarquez, alors ça va être super pratique, notamment en physique, mais même d'ordre général, pour comprendre graphiquement ce que veut dire le produit scalaire. Alors quand on a u qui est différent de 0 et v qui est différent de 0, parce que sinon ça devient très bizarre, u scalaire v, c'est norme de u fois norme de v fois cosinus de l'angle UV. Donc ça va être vraiment très intéressant comme remarque. U scalaire v, c'est norme de u fois norme de v fois cosinus de l'angle entre les deux. C'est-à-dire je prends u, je prends v, et ben je fais la longueur, enfin norme de u fois norme de v fois le cosinus de l'angle là, et ben c'est u scalaire v. Et donc ça peut être utile par exemple si on veut retrouver ensuite le cosinus d'un angle, ou si on veut calculer le produit scalaire et qu'on connaît l'angle, et on peut passer de l'un à l'autre. Et ça permet vraiment de passer d'angle à des coordonnées avec des x, des y et des z. Ça c'est pratique. Et aussi lorsque u est différent de 0, u scalaire v est égal à u scalaire v', où v' est le vecteur projeté orthogonal de v sur la direction donnée par u. Donc ça en fait ça revient un peu à la ligne précédente. Alors je sais pas s'il y a un schéma pour l'expliquer. Voilà. Le schéma pour l'expliquer est le suivant. Si j'ai un vecteur u qui est ici un vecteur v, dire que u scalaire v c'est égal à norme de u fois norme de v fois cosinus
de l'angle entre les deux. C'est la même chose, si je fais le projeté orthogonal de V ici, et ben norme de V', ça va être norme de V fois cosinus de l'angle qui est ici. Parce que ici j'ai un angle droit, et par définition du cosinus, ça sur ça, c'est égal à cosinus θ. Ce qui veut dire que l'hypoténuse qui est là, qui est V fois cosinus θ, c'est égal au côté adjacent qui est V' en fait. Enfin, qui est représenté quelque part par le vecteur V' à peu près. Donc norme de U fois norme de V fois cosinus θ, en fait c'est la même chose que de faire norme de U fois norme de V', où V' est le projeté orthogonal de V sur U. Donc voilà. Donc ça c'est pour le lien entre la deuxième équation et la troisième équation. Alors ici ils font la démonstration des trois premières équations. Ce que je vous disais, hein, c'est que c'est vraiment l'identité remarquable. Alors je vais juste faire la première et je vous faites confiance pour les autres. Alors U plus V au carré, c'est x plus x' au carré plus y au carré plus z prime au carré. Je développe tout ça. Ça me donne du x au carré plus x' carré plus y prime carré plus z carré plus z prime carré. J'ai dû oublier le y carré et du 2xx' plus 2y plus 2z'. Alors, donc ça, c'est égal à ce qu'on vient de dire ici. Et ça, bah, on retrouve le x au carré plus y au carré plus z au carré. On retrouve le x' au carré plus y au carré plus z' au carré. Donc ça, c'est norme de u au carré plus norme de v au carré. Et on retrouve 2 fois xx' plus y' plus zz'. Donc plus 2 u scalaire v. Donc au final, on obtient, on repasse le norme de u au carré plus norme de v au carré de l'autre côté. Et on divise par 2 pour obtenir le u scalaire v. Et donc ça fait u scalaire v est égal à 1,5 de norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré. Alors voilà. Alors on va faire un petit exercice. Prenons un cube d'arête A. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Donc bon, ici on a tracé notre cube. Et son arête fait A. Donc ça veut dire que la distance AE fait A. Et on cherche à calculer le produit scalaire AE, produit scalaire DG. AE, produit scalaire DG. Alors, on peut considérer une base orthonormale. On peut considérer la base AD, AB, AE, où on a normalisé les vecteurs par petit a, c'est-à-dire AD sur A, AB sur A et AE sur A, c'est-à-dire la distance AD, la distance AB, la distance AE, parce qu'elles sont égales. Donc, on a AE dans ce repère-là. AE, ses coordonnées, c'est 0, 0, A. DG, ses coordonnées, bah, c'est dans la première direction, bah, c'est 0. Dans la deuxième, donc dans la profondeur, on augmente de 1. Et en hauteur, on augmente de A. Et en hauteur, on augmente de A aussi. Donc DG, c'est 0, A, A. Et donc AE, produit scalaire DG, c'est fait 0 fois 0, plus 0 fois A, plus A fois A, ce qui fait A au carré. Donc là, on a fait une première manière qui était vraiment avec la définition de base. Alors maintenant, on peut faire avec le cosinus. Donc, AE, produit scalaire DG, c'est quoi? C'est norme de AE fois norme de DG fois cosinus de l'angle AE fois DG. Donc, AE fois DG. Donc, AE fois DG, c'est d'une part AE, ça fait A. DG, alors on peut utiliser Pythagore ici pour voir que c'est racine de A au carré plus A au carré. Donc, c'est racine de 2A au carré, c'est-à-dire c'est racine de 2 fois A. Donc, c'est A fois A racine de 2. Et maintenant, il ne reste plus que le cosinus. Le cosinus entre AE et DG, et bah, c'est le même qu'entre DH et DG. Donc, c'est cosinus de l'angle pi sur 4. Enfin, moins pi sur 4 en fait, mais c'est la même chose que cosinus pi sur 4. Et donc ça,
ça fait 1 sur racine de 2. Et donc au final, on obtient bien a au carré. Donc là, on a utilisé la définition avec le cosinus. Maintenant, avec le vecteur projeté, où là, ça peut simplifier le calcul. AE scalaire DG, c'est mon vecteur DG là. Ben, je peux le projeter. Enfin, c'est la même chose que le vecteur AF. Donc c'est AE scalaire AF. Or, AF, maintenant, faire le produit scalaire entre AE et AF, c'est faire la même chose que faire le produit scalaire entre AE et le projeté de AF sur la direction AE. C'est-à-dire, c'est le produit scalaire entre AE et AE. Parce que le projeté de AF sur AE, eh ben, c'est AE. Et donc ça fait norme de AE au carré, ce qui fait A au carré. Alors maintenant, on va montrer un lien très important entre le produit scalaire et le théorème de Pythagore. Donc c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est vraiment que le produit scalaire, c'est presque la source du théorème de Pythagore. Soit U et V deux vecteurs orthogonaux. On a alors, d'après le théorème de Pythagore, norme de U plus V au carré est égale à norme de U au carré plus norme de V au carré. Or, d'après la relation U produit scalaire V est égal à 1,5 de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré, ben, d'après Pythagore, cette partie à gauche moins la partie à droite, ben, c'est égal à 0. Donc cette partie-là est égale à 0. Donc on obtient U scalaire V est égal à 0. Donc déjà, si on a U et V qui sont orthogonaux, dans ce cas, U scalaire V est égal à 0, ce qui est super intéressant. Réciproquement, si U scalaire V est égal à 0, alors la même relation permet de montrer que norme de U plus V au carré, c'est norme de U au carré plus norme de V au carré, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Donc la propriété, c'est que dire que U et V sont orthogonaux est équivalent à dire que U scalaire V est égal à 0. Alors ici dans cette définition, on va remarquer que si U ou V est égal à 0, ça veut dire qu'on considère que le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. Donc U est orthogonal à V est équivalent à U scalaire V est égal à 0. Alors remarque, voilà ce que je disais, si un vecteur U est orthogonal à tout vecteur, alors c'est le vecteur nul. Alors en effet, on a alors en particulier U scalaire U est égal à 0. Donc U scalaire U est égal à 0, c'est-à-dire norme de U au carré est égal à 0, c'est-à-dire norme de U est égal à 0, ce qui veut dire que U est le vecteur nul. Alors quelques propriétés maintenant du produit scalaire. Alors là, petite remarque, hein, là pour le moment on se rend pas trop compte, mais ensuite en physique, on va utiliser tout le temps des produits scalaires, et donc on va tout le temps calculer avec des produits scalaires. Et franchement on s'y habitue, il faut juste faire les calculs avec, et puis on se rend compte que finalement c'est une très bonne notation qui permet de supprimer des lignes, et enfin tout réduire en une seule équation, quelque chose qui sinon aurait plusieurs équations. Donc c'est plutôt quelque chose de pratique. Et donc il faut s'habituer à savoir calculer avec des vecteurs. Alors soit U et V, deux vecteurs de l'espace, soit lambda, un réel. On a les propriétés suivantes. U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc là, c'est la symétrie. On a aussi la bilinéarité. Donc c'est la linéarité par rapport aux deux places. C'est-à-dire on a U plus V scalaire W, c'est U scalaire W plus V scalaire W, et lambda U scalaire V, c'est lambda U scalaire V. Donc on a une linéarité par rapport à la première place. Et U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et U scalaire lambda V, c'est lambda fois U scalaire V. Linéarité par rapport à la seconde place. On a aussi la séparation. Si U produit scalaire U est égal à 0, alors U est égal à 0. On avait vu que U produit scalaire V est égal à 0 ne voulait pas forcément dire que U est égal à 0 ou V est égal à 0. Mais U scalaire U est égal à 0 veut dire que U est égal à 0. À cause du fait que U scalaire U, c'est norme de U au carré en fait. Bon, alors les démonstrations, ben, il suffit de faire le calcul, hein, en réalité. C'est pas forcément le plus intéressant. Voilà. Mais bon, je vous invite éventuellement à le faire en exercice.
Alors, ici on va faire un petit exercice. ABCD, ABCDEFGH est un cube dont les sommets sont disposés comme sur la figure ci-dessous. Les vecteurs AH et CE sont-ils orthogonaux? Donc AH, il est là. CE, il est de là-bas jusqu'à ici. Donc graphiquement, franchement pour moi c'est peut-être pas si évident, hein. Est-ce qu'ils sont orthogonaux ou pas? A priori je sais pas trop. Donc pour faire ça, d'une manière plus facile, bah, il suffit de le faire de manière un peu plus calculatoire. C'est-à-dire AH produit scalaire CE, c'est AH produit scalaire AH produit scalaire CD plus DE. Donc ici quelque part on voit qu'on a fait le vecteur CE, on l'a séparé, on a dit que c'était égal au vecteur CD plus au vecteur DE. Parce que je rappelle, hein, la somme des vecteurs, ça veut dire que CD plus DE, c'est égal au vecteur CE. C'est comme ça qu'on additionne les vecteurs. Donc, par linéarité, ça c'est donc égal à AH produit scalaire CD plus AH produit scalaire DE. Or, AH et CD sont orthogonaux. Bah oui, il y en a un qui est dans un plan comme ça, et l'autre il est dans un plan comme ça. Donc ils sont orthogonaux. Il y en a un qui fait comme ça, l'autre comme ça. Ils sont orthogonaux. Ça me va. Donc AH et CD sont orthogonaux. Parce que AH est orthogonal. Non, parce que ici ils se sont trompés. Ici parce que CD est orthogonal à la face ADH. De plus, AH, et donc là on a montré que AH est orthogonal à CD. De plus, AH est orthogonal à DE. Parce que clairement là, si on traçait les diagonales, il y aurait un angle droit entre la diagonale DE et la diagonale AH. Donc on a ça qui est égal à 0, on a ça qui est égal à 0, et donc au final on a AH produit scalaire CE qui est égal à 0. Et donc maintenant je peux dire que AH et CE sont orthogonaux. Donc voilà, là c'était un exemple. Donc c'est super pratique le produit scalaire pour montrer que les choses sont orthogonales. Vraiment très pratique. Alors maintenant on va introduire un théorème. Donc c'est une inégalité, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est intéressante. C'est pour tous vecteurs U et V, on a valeur absolue de U scalaire V qui est plus petite, enfin inférieure ou égale que norme de U fois norme de V. Alors une démonstration, bah là on peut partir de la définition avec les cosinus. U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus de U scalaire V. Cosinus de UV. Donc où UV c'est l'angle là. Valeur absolue de cos UV c'est inférieur à 1. Et donc U scalaire V est en valeur absolue est inférieur ou égal à norme de U fois norme de V. En fait ici ça découle vraiment du fait que cosinus d'un angle, ben, c'est toujours plus petit que 1, c'est tout. Alors cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc dans quel cas est-ce qu'on a égalité ici? Ça c'est intéressant. Donc c'est dans le cas où on a U scalaire V qui est égal à norme de U fois norme de V, ce qui équivaut à cosinus de UV en valeur absolue est égal à 1, ce qui équivaut à l'angle UV est égal à 0 modulo pi. Ça veut dire que c'est quand U et V sont collinaires. C'est-à-dire que dire que en valeur absolue U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V, dans quel cas est-ce que quelque part on ne perd pas avec le produit scalaire? Dans quel cas est-ce qu'on maximise le produit scalaire? Et ben c'est quand les deux vecteurs sont déjà collinaires. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'angle entre les deux. Quand ils sont déjà collinaires, et ben dans ce cas c'est directement le produit de leur norme. Alors, petite conséquence, c'est l'inégalité triangulaire sur les vecteurs. Donc ça c'est intéressant. Du coup on a, pour tout vecteur U et V, norme de U plus V est inférieure ou égale à norme de U plus norme de V. Alors ça, démonstration. Ben, on avait vu le lien entre le produit scalaire et les normes tout à l'heure. C'est que la norme quelque part, la norme au carré,
c'était quelque part le produit scalaire du vecteur avec lui-même. Donc norme de u plus v au carré, c'est u plus v scalaire u plus v, ce qui est égal à norme de u au carré plus norme de v au carré plus 2u scalaire v, ce qui est toujours inférieur ou égal à norme de u au carré plus 2 norme de u norme de v. Donc ça c'est ce qu'on avait vu avec le produit, avec l'inégalité entre les produits scalaires et les normes, plus norme de v au carré, ce qui était égal ici à u norme de u plus norme de v au carré. Et donc on a au final norme de u plus v au carré qui est inférieur ou égal à norme de u plus norme de v au carré, parce qu'ici on peut repasser à la racine carrée, parce que la racine carrée est croissante sur r+. Alors, dans quel cas est-ce qu'on a égalité dans cette inégalité triangulaire? Donc on a égalité lorsqu'on a norme de u plus norme de u plus v qui est égale à norme de u plus norme de v, c'est-à-dire on repasse au carré et on repasse au produit scalaire. Et dans ce cas, on a alors u scalaire v qui est égal à norme de u fois norme de v. Et donc, c'est dans le cas où en fait, u et v sont collinéaires. C'est-à-dire, c'est dans le même cas que précédemment. C'est lorsque u et v sont collinéaires que l'inégalité triangulaire ici devient une égalité. Et encore, ils doivent sûrement être dans le même sens. Alors, une petite application très pratique du produit scalaire dans l'espace, et quelque part, moi je la trouve assez géniale cette application. C'est que ça va nous permettre, quelque part, de facilement définir un plan. Alors d'abord, on va parler donc comment est-ce qu'on définit un plan. Un plan, on imagine que c'est une surface plate. Ok. Donc c'est l'ensemble des points qui sont sur un truc plat. Alors, imaginons que j'ai un plan. Déjà, on va définir ce qu'est un vecteur normal à un plan. Ça va être utile. C'est imaginons que j'ai un plan, ici le plan P. Un vecteur normal n à un plan P, c'est un vecteur non nul dont la direction est orthogonale à P. Donc ici, orthogonal au plan P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est orthogonal à tout vecteur de deux points du plan. C'est-à-dire, si je prends deux points du plan A et M, mon vecteur n est forcément orthogonal à ces deux points. Et en plus, il n'est pas nul. Et donc, tous les vecteurs comme ça, en fait, si j'ai un plan comme ça, en 3 dimensions, tous les vecteurs comme ça vont forcément être suivant la même direction. Alors maintenant, en parlant du plan, ce qui va être intéressant donc, dans un repère orthonormé OIJK, c'est qu'un plan P admet une équation qu'on appelle équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D avec A, B et C qui ne sont pas tous nuls. Donc ici on peut avoir A qui est nul, on peut avoir B qui est nul, on peut avoir C qui est nul, mais on n'a pas le droit d'avoir les trois qui sont nuls. Ok. Donc l'équation du plan ça va être AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et on va remarquer que le vecteur n de coordonnées A, B, C est un vecteur normal au plan qui est défini comme suit. Alors ici, quand je définis le plan comme ça, en fait, je vais dire que l'ensemble des points du plan, c'est l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z, tels que on a AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. C'est-à-dire c'est l'ensemble des points de coordonnées X, Y, Z, tels que X, Y, Z respectent cette équation. Et là, donc, c'est l'ensemble de ces points, et ben c'est mon plan P. Alors on va faire la démonstration en faisant les équivalences suivantes. Donc on note un point du plan M, X, Y, Z, un autre point du plan A, X0, Y0 et Z0, et on note un vecteur normal N, A, B, C. Alors M appartient à P, si et seulement si AM est orthogonal à N. C'est-à-dire AM produit scalaire N est égal à 0. Ce qu'on a vu, donc j'ai mon vecteur N. Dire que M appartient au plan, ça veut dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que AM produit scalaire N égale 0, c'est dire que
A, donc N, ses coordonnées, c'est ABC. AM, ses coordonnées, c'est X moins X0, Y moins Y0, c'est Z moins Z0. Et donc ça, c'est équivalent à dire que A fois X moins X0 plus B fois Y moins Y0 plus C fois Z moins Z0 est égal à 0. En posant D est égal à moins AX0 plus BY0 plus CZ0, on obtient alors AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et donc là, on tombe bien sur l'équation du plan, où on remarque que vraiment ABC est orthogonal à n'importe quel vecteur AM du plan. Et donc on tombe bien sur cette forme d'équation cartésienne. Alors quelques cas particuliers. Le plan OXY, donc c'est le plan qui, en général c'est celui qu'on représente en bas. Donc OXY a pour équation Z est égal à 0. Donc lui, son équation, c'est juste Z égale 0. C'est tout. Ça, c'est son équation. Donc là, on a petit c qui vaut 1, D qui vaut 0, B qui vaut 0, et A qui vaut 0. Le plan OXZ, qui est souvent un des plans verticaux, le plan orthogonal, enfin le plan dont le vecteur J est normal, lui c'est le plan d'équation Y égale 0. Et pareil, le plan OYZ, c'est le plan d'équation X est égal à 0. Alors, par exemple, un exercice vraiment classique ensuite, ça va être de trouver les intersections de deux plans. Donc imaginons j'ai un plan P et un plan Q. Alors, comment est-ce qu'on caractérise ces deux plans? Par leurs équations cartésiennes. C'est souvent comme ça qu'on le fait. On pourrait le caractériser par un point plus un vecteur normal. Donc ici j'ai P par exemple qui est le plan dont tous les points respectent l'équation x moins 4y plus 7 est égal à 0. Q, c'est le plan dont tous les points respectent l'équation x plus 2y moins z plus 1 égale à 0. Et donc là déjà on voit que c'est des plans de l'espace, parce que ici on a des plans sous la forme ax plus by plus cz plus cd est égal à 0. Voilà, donc là on sent qu'on est dans des points de l'espace. Dans des plans de l'espace. Alors si je prends deux plans dans l'espace, soit ils vont être parallèles et jamais se toucher, soit ils vont quelque part être parallèles et entièrement se toucher, c'est-à-dire en fait ça va être deux plans qui vont être égaux, soit, ce qui est le cas majoritaire, les deux plans vont se couper et vont avoir une intersection, et deux plans qui se coupent, et ça va donner une droite entre les deux plans. On imagine, je prends une feuille comme ça, une feuille comme ça, et à l'intersection, donc là je vais le faire comme ça, tac, à l'intersection, ici j'ai une droite. Donc on veut montrer que les deux plans sont séquents, et on va noter D leur droite d'intersection. On veut trouver par exemple un vecteur directeur de D. Parce que, voilà, donc le vecteur directeur de notre droite D, donc un vecteur qui va être dans ce sens-là, ça va être un vecteur qui va nous permettre de... avec en plus un point, va nous permettre de caractériser la droite. Donc un vecteur normal AP est le vecteur 1, moins 4, 0. Ça c'est ce qu'on avait vu, parce que ici P, son équation c'est x moins 4y plus 0 fois z plus 7 est égal à 0. Donc 1 moins 4, 0 est normal à P. Pareil, 1, 2, moins 1 est normal à Q. Donc maintenant, on va essayer de voir est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires. Si les deux vecteurs n et n' étaient collinaires, donc imaginons j'ai mes deux plans. Si n et n' étaient collinaires, donc si les deux étaient parallèles, et en fait on aurait deux plans qui seraient parallèles. Si les deux vecteurs ne sont pas parallèles, dans ce cas, a priori, dans ce cas même on est sûr, nos deux plans vont avoir une intersection. Alors, pour voir si les deux vecteurs sont collinaires, la question c'est est-ce qu'il existe un réel cas tel que n' est égal à k fois n? La réponse est clairement non. Pourquoi? Parce que ici j'ai un 0 et ici j'ai un moins 1. Donc j'aurais beau essayer de multiplier le 0 par ce que je veux,
je tomberai jamais sur le -1. Donc, en conséquence, n et n' ne sont pas collinéaires, et donc P et Q sont séquents. Donc pour le moment, on a déjà montré que les deux plans vont se couper. Donc on peut noter D leur droite d'intersection. Alors, maintenant, on va chercher un vecteur directeur de D. Donc dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D, ça veut dire que ces coordonnées appartiennent d'une part au plan P, mais aussi au plan Q. Si je prends un plan et un plan, je fais l'intersection des deux. Dire que je suis à l'intersection des deux, ça veut dire que je suis dans ce plan-là et dans ce plan-là. Donc l'intersection, il faut bien se souvenir d'un point de vue logique, c'est la même chose qu'un et. Donc l'intersection entre cet ensemble-là et cet ensemble-là, c'est l'ensemble des poids qui respectent à la fois cette équation, l'équation de ce plan, et l'équation de ce plan. Et donc ici, qu'est-ce que cela donne? Ça veut dire que M, ses coordonnées respectent ces deux équations. X moins 4y plus 7 est égal à 0. X plus 2y moins z plus 1 est égal à 0. Et là, on va faire une technique assez usuelle. C'est on va inventer une nouvelle variable. Alors ça, c'est très utile pour les équations de droite dans l'espace, parce que sinon, il n'y a pas vraiment de manière de les expliciter. Donc ici, on va poser, par exemple, y est égal à t. Donc on a introduit une nouvelle variable t. Alors l'équation devient dans ce cas x est égal à 4t moins 7, z est égal à 4t moins 7 plus 2t plus 1, ce qui fait 6t moins 6. Et aussi on a l'équation y est égal à t qu'on vient d'introduire. D'où on peut maintenant avoir une représentation qu'on dit paramétrique de d, qui est une représentation sous la forme x est égal à 4t moins 7, y est égal à t, z égale à 6t moins 6. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, en fait, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement et c'est utile de bien le comprendre. Ici, on avait une équation de droite en 3 dimensions. Mais le problème c'est que cette équation de droite, en fait, ça revenait à dire que notre droite c'était l'intersection de tel plan et tel plan. Et ça on le voit pas forcément très bien. C'est pas forcément le plus intéressant. Ça dépend des situations, mais dire que ma droite, cette droite-là, elle est définie par le fait que c'est l'intersection de ces deux plans-là, c'est pas forcément si clair. Ici, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on introduit une variable t qui en fait va évoluer dans R, donc qui va être une variable réelle, qui, elle, géométriquement, ne veut pas vraiment dire grand-chose. Mais ce qui est utile, c'est que ça va permettre d'établir un lien entre x, y et z. Par exemple, quand t vaut 1, dans ce cas y vaut 1, x vaut moins 3 et z vaut 0. Donc en fait, t va être une sorte de variable quelque part. X va être une fonction de t, y va être une fonction de t, et z va être une fonction de t, et x, y, z vont être une fonction de t en même temps quelque part. Et donc t, quand on va faire évoluer t entre -1 et plus l'infini, et bon, on va obtenir tous les points M de coordonnées x, y, z qui sont sur notre droite. Et donc ici, ça c'est vraiment une variable qu'on introduit qui nous permet de transformer ce système de 2 équations et 3 inconnus en un système de 3 équations et 4 inconnus. Et une des inconnues, c'est notre variable. Et donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, et là, ça on le voit après, c'est que ici, si on prend le vecteur 4, 1, donc le vecteur 4, 1 et 6, 4, 1 et 6, et ben ça va être un vecteur directeur de notre droite. Et ça, c'est assez génial. Alors pourquoi c'est un vecteur directeur de notre droite? L'idée, ça va être que quand t, par exemple, passe de 0 à 1, et ben x va passer de un truc à un truc plus 4, y va passer de 0 à 0 plus 1, et z va passer de un truc, ici c'était 0, à ce même truc plus 6. Donc à chaque fois que t va augmenter de 1, et ben on va augmenter par le vecteur 4, 1, 6. Et donc le vecteur 4, 1, 6 va être
un vecteur directeur de notre droite. Alors ici, notre équation de droite du coup, ça va être... Enfin, notre droite, ça va être l'ensemble des points qui respectent ce système-là, où T appartient à R. Et si on prend A, le point de coordonnées -7, 0, -6, et U, le vecteur de coordonnées 4, 1, 6, le point A est un point de la droite D, parce qu'il suffit de prendre T égale à 0. Et le système ci-dessus s'écrit alors vecteur AM est égal à T fois vecteur U, et donc le vecteur U est bien vecteur directeur de la droite D. Donc ça c'est assez magique, hein. C'est vraiment, au début très souvent on va avoir l'intersection de deux plans et on va obtenir une équation, donc deux équations comme c'est deux équations de plan. Mais ça c'est pas très pratique pour décrire notre droite. Donc ensuite on va introduire une nouvelle variable petit t qu'on lie à une de nos variables. Et ensuite on exprime toutes les variables en fonction de petit t. Donc x en fonction de petit t, y en fonction de petit t, et z en fonction de petit t. Et ensuite on obtient ici 4, 1, 6, le vecteur normal, le vecteur directeur de notre droite. Et par exemple, -7, 0, -6, 1 point de notre droite. Et donc avec ce point et ce vecteur directeur, on a une représentation très géométrique de quelle est notre droite. Alors, petit théorème, deux plans PQ sont orthogonaux si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Alors ça en fait, ça se voit graphiquement ça se voit très bien, hein. Si j'ai mes deux plans qui sont orthogonaux, bah ce vecteur là et ce vecteur là ils sont aussi orthogonaux. Et deux plans PQ sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinaires. Alors ensuite, petite définition sur les demi-espaces. Alors c'est assez intuitif, hein. On appelle demi-espaces ouverts délimités par P les ensembles E et F des points M définis respectivement par les conditions AM produit scalaire n strictement plus grand que 0 et AM produit scalaire n est strictement plus petit que 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement? Ça veut dire que si j'ai un point A qui est ici, j'ai un vecteur normal n qui est par là, quels vont être les vecteurs AM, quels vont être les points M tels que AM scalaire n est positif? On avait dit que AM scalaire n, c'était norme de AM, ça c'est positif, fois norme de n, ça c'est positif, fois cosinus de l'angle AM à n. Cosinus de l'angle AM à n, il va être positif qu'à partir du moment où tous mes points M vont être au-dessus de ce plan horizontal. Si je prends un point M qui est là, ça fait un vecteur qui est comme ça, produit scalaire un vecteur qui est comme ça, l'angle qui est là, son cosinus va être positif. Donc tous les points qui vont être ici, ils vont être dans l'espace E. Tous les points qui sont au-dessus du plan horizontal. Par contre, tous les points qui vont être en dessous, si mon vecteur n il est comme ça et mon point A il est comme ça, tous les points qui sont en dessous, ben eux ils vont être dans l'espace F. Donc c'est, ah oui, on avait un schéma, donc c'est vraiment ce qu'on a ici. Ici, le demi-espace E ça va être tout le demi-espace au-dessus. Le demi-espace F ça va être tout le demi-espace en dessous. Alors pourquoi? Si je prends un point A, je prends un point M, AM scalaire n, bah c'est norme de AM fois norme de n, ça c'est positif, fois cosinus entre AM et n, et ça, ben, si M est au-dessus du plan, ça va être positif, si M est en dessous du plan, ça va être négatif. Alors maintenant, un calcul qui va être assez classique et assez intéressant, et je vais voir, ça va être celui du calcul de la distance d'un point à un plan. Parce que souvent on a un point dans l'espace, par exemple le point A qui est là, j'ai un plan P, je connais son équation cartésienne, l'équation ax plus by plus cz plus d est égal à 0, et A c'est coordonnées c'est xa, yk, za, on veut calculer la distance ici. Bah, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, la distance entre A et le plan, c'est la même distance que la distance entre A et le projeté de A sur le plan, le projeté orthogonal de A sur le plan, c'est-à-dire H ici. Or, le vecteur HA et le vecteur N vont être collinéaires.
Parce que les deux sont normaux au plan P. Donc à partir de là, il suffit pour trouver la distance, enfin pour trouver la distance AH, bah, on pourra se baser sur le produit scalaire avec le vecteur n. On sait donc ce que je viens de dire, c'est que AH était collinéaire à n. Donc maintenant on calcule AH produit scalaire n. AH produit scalaire n, c'est A fois XH moins XA, plus B fois YH moins YK, plus C fois ZH moins ZA. Donc A, B, C, c'était les coordonnées de n, A, B et C. Et H, c'est XH moins XA, et AH, c'est XH moins XA, YB moins YK, et ZH moins ZA, ces coordonnées. Or, en plus, on sait que H appartient à P. Donc, en fait, le moins AXA moins BYK moins CZA, donc c'est moins AXA moins BYK moins CZA, en fait, c'est égal à moins D. Donc, en fait, ceci, du coup, c'est égal. Donc, on a AH produit scalaire n qui est égal à moins AXA moins BYK moins CZA moins D. Je me suis peut-être trompé un moment dans ce que je disais sur les signes. Donc voilà, ici AXH plus BYH plus CZH est égal à moins D, à cause du fait que H appartient au plan. Et donc ici, je remplace tout ça par du moins D, et c'est ce que j'obtiens ici. D'autre part, N et AH sont collinaires. Alors d'après ce qu'on avait vu un peu plus tôt, si N et AH sont collinaires, on avait valeur absolue du produit scalaire entre AH et N, qui est égale à la distance AH fois norme de N, c'est-à-dire norme de AH fois norme de N. Et donc du coup, ce truc-là, c'est d'une part égal à ça, d'autre part égal à ça, et donc AH va être égal alors donc AH scalaire N c'est égal à ça. AH scalaire N AH scalaire N c'est aussi égal à ça. Donc ensuite je peux passer ce truc là du coup est égal à ce truc là en valeur absolue. Je divise par n, par norme de n je veux dire, et donc j'obtiens AH qui est égal à ceci en valeur absolue divisé par norme de n. Norme de n c'est quoi? C'est racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Et donc j'obtiens au final que AH c'est AXA plus BYK plus CZA plus D divisé par racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Donc cette formule, ça peut être utile de la connaître par cœur, mais surtout il faut savoir la retrouver. C'est-à-dire qu'il faut penser au fait que le vecteur n est orthonormal, est normal au plan P, et que AH va être collinaire à n. Et donc ensuite il suffit de faire AH produit scalaire n, et ensuite rediviser par une norme de n pour obtenir la distance AH. Et donc AH ici c'est ça, divisé par le n quelque part à cause de la collinéarité. On peut remplacer le produit scalaire par un fois, et on peut donc diviser par n, par norme de n. Et donc on a AH qui est égal à ça. Alors ça c'était pour la distance d'un point à un plan dans l'espace. On pourrait faire l'équation d'un point à une droite, mais je pense que là c'est vraiment du hors programme, donc je vais pas la faire. Je suis pas certain, mais bon. Alors maintenant on va parler de l'équation d'une sphère. Alors l'équation d'une sphère c'est assez intuitif. Une sphère c'est quoi? C'est l'ensemble des points équidistants à une distance grand R, si R est le rayon de la sphère, d'un point donné. Donc toute sphère S de centre oméga de coordonnées x0, y0, z0 et de rayon grand R admet une équation de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré
plus z moins z0 au carré est égal à r au carré. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut vraiment dire que la distance entre oméga et grand M au carré est égale à notre rayon au carré. Bon oui, c'est bien ce qu'on voulait. Ça, c'est la même chose que dire que la distance au M est égale à grand R. Voilà, c'est ce qui est mis là. Hein. C'est S, c'est l'ensemble des points M tels que OM au carré est égal à grand R au carré. Alors théorème, la sphère S de diamètre AB et l'ensemble des points grand M tels que MA produit scalaire MB est égal à 0. Alors ça, c'est moins intuitif. Et ça, si vous vous souvenez de quelques propriétés que vous aviez ça avec les théorèmes, avec les cercles circonscrits à un triangle. Normalement, dans un cercle, si on prend le diamètre du cercle et un point du cercle, alors si le diamètre c'est un diamètre AB et M c'est un point du cercle, alors le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Et ça, c'était vrai pour les cercles. Et en fait, du coup, ça va être vrai pour les sphères aussi. Parce que qu'on soit dans le plan ou dans l'espace, il suffit de se placer dans le bon plan et quelque part, ça va revenir au même. Or ici, on va faire une démonstration avec les produits scalaires plutôt. Alors par exemple, on peut utiliser la formule de la médiane. Soit I le milieu de AB, et donc le centre de la sphère. On a alors MA produit scalaire MB, c'est MI plus IA produit scalaire MI plus IB, ce qui est égal à MI plus IA produit scalaire MI moins IA, parce que le vecteur IB c'est la même chose que le vecteur moins IA, ce qui est égal à MI au carré moins IA au carré, ce qui est égal à MI au carré moins R au carré, où R est le rayon de la sphère. Parce que I c'était le centre de la sphère et A c'était un des... Enfin on avait le segment AB qui était le diamètre de notre cercle. Et donc IA c'est la moitié de... c'est la distance, c'est le rayon. Alors on en déduit alors que M appartient à S. Ben, on sait que M appartient à S, c'est équivalent par définition à MI au carré moins R au carré. C'était équivalent à MI au carré est égal à R au carré. Parce que I c'est le centre de notre sphère. Donc dire que M appartient à S, c'est la même chose que dire que MI au carré est égal à R au carré. Ce qui est la même chose que dire que MI est égal à R. Et ce qui est la même chose, enfin, que de dire que MI moins R au carré est égal à 0. Ce qui est la même chose que de dire que MA scalaire MB est égal à 0. Et donc voilà, on a donné une caractérisation, si A et B est un diamètre d'une sphère, de l'ensemble des points de la sphère. C'est l'ensemble des points tels que MA scalaire MB est égal à 0. Alors il y a un petit complément sur le produit vectoriel. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que je pense qu'elle a été assez longue. Et je verrai peut-être un peu plus tard si on refait le produit vectoriel. Ou sinon je vais passer directement au barycentre dans la prochaine vidéo. Voilà, alors encore une fois, je vous rappelle. Donc si vous regardez ces vidéos sur YouTube, inscrivez-vous sur leuranian.net pour vous inscrire à l'ensemble du cours de terminale. Et vous pourrez voir toutes les autres vidéos de maths. Alors si vous êtes encore là, déjà merci parce que j'étais un peu malade là. Et je pense que ça s'est un peu ressenti dans mes explications. Donc j'espère que je serai plus en forme la prochaine fois. Et à bientôt. Salut.